Alors, la dernière leçon d'algèbre linéaire sur laquelle j'aimerais insister, c'est celle sur les sous-espaces stables qui est réputée être la plus difficile, la plus délicate, etc. Donc, oui, d'abord, on arrive très très rapidement avec cette leçon euh, à des précipices, quoi, à des endroits où on ne peut pas aller avec les moyens du programme de l'agrégation, et donc c'est pas la peine. Et dans le cadre de questions de jury, finalement, ça ira pas si loin. Donc potentiellement, ben, c'est le vertige, mais inversement, en réalité, il peut pas non plus arriver grand-chose. Donc bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, quoi, en quelque sorte. Donc, quelle est la problématique? Principalement, c'est de trouver tous les sous-espaces stables par U, quand E est un espace de dimension finie, et U un endomorphisme de E. La première idée, de toute façon, il y a trois choses qu'il faut savoir. En gros, hein, dans votre panoplie de réflexes à avoir, parce que de toute façon, des réflexes, vous aurez plus que ça. Une fois que vous aurez passé la préparation, la nuit que vous aurez mal vécu la veille, euh, le développement, les questions sur le développement, et là on arrive aux questions de jury, il vous restera plus que des réflexes. Alors, quels sont les réflexes à avoir? Premier réflexe, lemme des noyaux. Deuxième réflexe, qu'est-ce qui se passe dans le cas nilpotent? Les cas extrêmes. Voilà. Alors, allons-y. Le lemme des noyaux. Alors, le lemme des noyaux a quelque chose d'extraordinaire. C'est une décomposition en sous-espace stable, mais pas n'importe quelle décomposition en sous-espace stable. Donc, vous avez un polynôme annulateur P. P, vous le décomposez en produit de PI où les PI sont irréductibles, par exemple. Bon, premier entre eux, ça peut se faire aussi. 2 à 2 premiers entre eux, dans ce cas-là. Ici, vous avez votre décomposition en ce qu'on appelle sous-espaces caractéristiques. Les sous-espaces caractéristiques, c'est les noyaux des PINI de U. Hein, attention dans l'émotion de ne pas écrire juste R de PINI. Et maintenant, supposons, donc on fait de l'analyse synthèse, hein, supposons que F soit un sous-espace stable par U dans E, hein, U de F est inclus dans F, eh bien, il se trouve que F est égal à la somme directe des KI inter F. Alors ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, et il faut s'en rendre compte que c'est extraordinaire, qu'on a une chance pas croyable, parce que quand on va, en général, prendre une somme, directe ou pas, hein, une somme, et l'intersecter par un sous-espace, eh bien, ça ne nous donne pas, en général, la somme des intersections. C'est-à-dire qu'en gros, l'intersection n'est pas distributive sur la somme, d'accord, dans le monde des sous-espaces vectoriels. Ça ne marche en général presque jamais. Hein. Vous prenez comme contre-exemple 3 droites, hein, voilà, 2 droites dans le plan, et puis vous regardez une troisième droite, et vous voyez que voilà, la troisième droite ne va pas vérifier cette propriété de distributivité sur la somme des deux autres. Mais il se trouve que pour cette décomposition-là, et si F est un sous-espace stable, alors on va avoir cette distributivité comme un petit miracle. Alors pourquoi c'est vrai? Ben oui, parce que P, comme il annule U, comme F est stable par U, ben on a un endomorphisme induit qu'on appelle U indice F, d'accord? Et P, évidemment, annule U indice F. Donc, on peut appliquer l'M des noyaux ici, qu'on avait appliqué sur E, on peut l'appliquer sur F muni de U indice F, et on a donc une somme directe de I égale 1 à K, ben, toujours des mêmes polynômes, ici, mais quand on regarde ker de PI, NI de UF, eh ben, c'est simplement KI inter F. Donc on a bien ce qu'on veut. Alors, en quoi ça nous aide tout ça?
cette distributivité qu'il faut bien réaliser comme étant une distributivité exceptionnelle, hein, entre parenthèses, hein, dans le monde des ensembles, des parties d'un ensemble, on a la distributivité de l'intersection sur la réunion. Et donc, c'est là où c'est la grosse peau de banane, voire le piège à mammouth. L'intersection, ici, on a l'impression que il est normal que l'intersection soit distributive sur la somme dans le monde des sous-espaces vectoriels, et ça, c'est complètement faux. Voilà, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on en fait, bon, regardons, imaginons qu'on soit dans le cadre algébriquement clos. Donc, je vous ai montré dans la dernière vidéo que on pouvait toujours se ramener au cas trigonalisable, quitte à prendre l'algébriquement clos, que dans le cas trigonalisable, eh ben, le lemme des noyaux nous permettait de nous ramener à des sous-espaces sur lesquels l'induit de U a un spectre singleton, et un spectre singleton, par une translation inoffensive, hein, en enlevant une homothétie, eh ben, on se ramène à un spectre nul. Donc il faut comprendre les sous-espaces stables d'un endomorphisme nilpotent. Bon, et là, en fait, c'est quelque chose de très difficile, c'est ce que je vous disais au tout début, c'est que c'est quelque chose de très difficile en général. Le cas nilpotent, il faut connaître les deux cas extrêmes. Le cas nul et le cas de la matrice de Jordan, ce qu'on appelle le bloc indécomposable. Alors vous avez le cas nul, voilà, et le cas indécomposable. Au niveau partition, puisqu'on avait dit que c'était lié, les classes de similitude de nilpotent étaient liées à des partitions de n, vous avez la partition n de n, et là vous avez la partition 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois de n. Voilà. Alors, bon, regardons le cas extrême 0. Eh ben, si U est l'endomorphisme nul, ben, tout sous-espace est stable. Donc vous avez tout. D'accord ? Évidemment, on voit bien qu'on est dans un cas extrême, puisque tout est stable. Hein. Tout sous-espace, il suffit d'être un sous-espace pour être stable. Alors, entre parenthèses, qu'est-ce que ça veut dire le cas nul par rapport au cas de départ? Ben, le cas nul, si la partie nilpotente est nulle, pensez à Dunford, c'est que votre U est diagonalisable. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que quand vous voulez trouver tous les sous-espaces stables d'un endomorphisme diagonalisable, eh ben, vous décomposez en sous-espaces caractéristiques, mais les sous-espaces caractéristiques, c'est forcément les sous-espaces propres, et ces sous-espaces propres, ben, tous les sous-espaces des sous-espaces propres vont être stables. Donc vous allez récupérer tous les sous-espaces stables comme somme directe de sous-espaces propres. Et là, vous les avez tous. Bon, donc c'est pas difficile. Maintenant, que se passe-t-il si on a J indice N, d'accord? Donc dans l'extrême, et bien là, évidemment, c'est l'autre extrême. Là, ils étaient tous. Il y en avait, bon, si on est sur un corps infini, ben, il y en a une infinité, évidemment, mais c'est la plus grande infinité qu'on puisse imaginer. Et là, il va y en avoir un nombre fini. Même on peut préciser. Soit U, un endomorphisme nilpotent cyclique, d'accord, c'est ça, d'accord, hein, vous avez, c'est cyclique engendré par le dernier vecteur hein, de la base. Voilà. On va prendre E1 jusqu'à En, une base dans laquelle U s'écrit Jn, puisque c'est cyclique. D'accord. Donc, je vous rappelle que ça, c'est une matrice de compagnons. Hein. Alors, on va poser grand F indice K, le sous-espace engendré par E1 jusqu'à EK. D'accord. Donc, E1 jusqu'à EK. Voilà. Et on voit que, ici, FK est stable. Voilà. Cette partie-là, non, n'est pas stable, mais ici, c'est stable. Voilà. Et inversement, on a la réciproque. Grand F est stable si et seulement si F est un FK. Alors pour K allant de 0 à N, ou pour K égale 0, c'est le sous-espace nul. Voilà, donc il y a exactement N plus 1 sous-espace stable. Alors, comment on le montre? Bon, alors on a dit que si F était égal à FK, alors c'était stable. Maintenant, réciproquement, si F est stable, alors
je peux parler de l'induit UF, je peux parler de mu indice UF, le polynôme minimal, qui divise le polynôme minimal de Jn qui est xn, donc c'est un xk, avec k compris entre 1, a priori, et n. Bon, soit E. Donc on sait que il existe un vecteur de grand F, donc ça c'est un vecteur de grand F, qui va réaliser, dont le polynôme minimal local va être égal au polynôme minimal. Ça c'est un théorème qui est, dans cette leçon, il est incontournable, hein, ce théorème. Hein, n'essayez même pas de le contourner. Ou alors vous prenez l'autre leçon, vous avez de toute façon le choix entre deux leçons. Hein, voilà. Eh bien, vous avez E, maintenant, vous allez l'écrire comme A1E1 plus AK-EK, et il ne peut pas y avoir de terme non nul en EK plus 1, parce que sinon son polynôme minimal, vous voyez bien qu'il serait plus grand. Donc, il peut s'écrire que comme ça, avec un AK non nul. Donc maintenant, puisque F contient E, et que F est stable par U, et bien F contient le sous-espace stable par U engendré par E. Mais ça, c'est très facile de voir que on va avoir une espèce de base de ce sous-espace qui va être échelonné, et que ce sous-espace, c'est Fk. On va reconnaître Fk. On va avoir tout ça, en fait. Voilà. Donc F, pour l'instant, contient Fk. Maintenant, s'il n'était pas égal à Fk, alors il contiendrait un X qui n'est pas dans Fk, et vous voyez bien que comme il n'est pas dans Fk, ça voudrait dire qu'il aurait une composante non nulle en EK', pour K' strictement plus grand que K, et là, ça voudrait dire que son polynôme minimal serait plus grand que ce qu'il devait être au départ. Donc c'est impossible, ce qui veut dire que F est égal à Fk. Voilà. Bon, c'est pas trop difficile, et on peut le faire aussi avec, si on a un caractéristique 0, avec des polynômes où U c'est la dérivation. C'est-à-dire que ça, vous pouvez le mettre avec des polynômes de type Lagrange, x puissance n sur factoriel n, ou x puissance k sur factoriel k, hein, et puis U c'est la dérivation. Après le problème c'est évidemment que si on est en caractéristique P, la dérivation c'est pas pareil, on peut pas diviser par. Donc on oublie, mais voilà l'idée. Donc, deux cas extrêmes. Le cas nul qui est très très important, ça a l'air de rien, cas nul, mais le cas nul nous permet de comprendre tout ce qui se passe sur la partie diagonalisable, hein, et le cas, ce cas-là. Les autres cas qui sont entre les deux, c'est vraiment difficile. C'est vraiment classifier ces sous-espaces stables, savoir, ne serait-ce que par exemple les compter quand on est sur un corps fini, bon, c'est quelque chose de difficile qu'on ne peut pas faire dans le cadre d'une question de jeu. Voilà. Alors maintenant, on va donner l'exemple classique, hein, qui règne dans ce domaine. Alors, voici la question type. Trouvez tous les sous-espaces stables pour l'endomorphisme, alors de K4, donné par cette matrice, hein, dans la base canonique de K4. Donc vous voyez cette matrice-là, avec deux blocs diagonaux, diagonale par bloc. Alors, d'abord, ce qui est amusant, c'est que, bon, moi je l'avais trouvé sur une feuille proposée par deux enseignants-chercheurs, Laszlo et Debar, et cette feuille est devenue un grand classique. Ça a été les premiers à avoir mis en ligne une feuille dont c'est pas mal inspiré le jury. Ce qui fait que on retrouve, alors qu'on pourrait créer une infinité d'exercices de ce type-là, il se trouve que c'est sous cette forme qu'on le rencontre le plus souvent posé par le jury. Bon, ils ont fait des émules. Alors, comment résoudre ça? Donc on va le faire là-dessus, sur cet exemple-là. Donc, d'abord, vous voyez tout de suite que le spectre, hein, comme c'est triangulaire, hein, le spectre c'est 1 et 2, d'accord?
Bon, vous pouvez dire pas mal de choses sur cette matrice, mais en gros, que pour le lemme des noyaux, les sous-espaces caractéristiques sont K1 engendré par E1 et E2, voilà, et K2 engendré par E3 et E4. Et on voit bien que pour chaque sous-espace, le nilpotent correspondant ici, et pour K2, le nilpotent correspondant, il est nul, d'accord? Et là, le nilpotent correspondant, ben, il est indécomposable. D'accord? Donc on est exactement face aux deux extrêmes. Donc, justement, c'est pour ça que c'est un exercice intéressant, mais c'est aussi pour ça que c'est un exercice qu'on pourrait faire autrement, on pourrait en donner avec d'autres valeurs que 1 et 0, avec d'autres, ou même une matrice plus grande, mais bon, celui-ci est assez optimal. Alors, maintenant, on va s'intéresser au cas où f est stable, hein, on va partir de f est stable, qui est en fait le truc le plus difficile, après le reste ce sera juste une réciproque, donc c'est de l'analyse synthèse. F est stable, ce qui veut dire, comme on a dit tout à l'heure, que f va se distribuer sur les sous-espaces caractéristiques, ce qui est quand même un phénomène à saluer, hein, et qu'il faut respecter, mais bien prendre à sa juste valeur. F est donc égal à f inter K1, plus somme directe avec f inter K2. Voilà. Et f inter K1, bah, c'est l'intersection de deux sous-espaces stables par ceci, donc c'est stable, et là c'est stable. Alors maintenant, comme c'est stable ici, eh ben, c'est ce qu'on a vu, comme ici on est sur une extrême, eh bien, on va avoir le bloc indécomposable, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir comme sous-espace stable 0, le sous-espace engendré par E1 et le sous-espace engendré par E1 et E2. Donc le drapeau complet de K1. Maintenant pour K2, et ben là c'est l'extrême opposé. Donc ici on a un endomorphisme nul au niveau du nilpotent associé à K2. Et donc tout sous-espace vectoriel va être stable. Ce qui veut dire que F peut se mettre sous la forme G plus H. Avec G, c'est soit 0, soit E1, soit E1, E2, comme sous-espace engendré, et H, n'importe quel sous-espace vectoriel de E3, E4. Bon, la réciproque est claire que si on est dans ce cas-là, on a un sous-espace stable, et donc ça fait qu'on a terminé l'exercice assez rapidement.